Le grand format de l'actualité sur la télévision africaine. Mesdames, bonsoir, monsieur, bonsoir. Bienvenue à cette nouvelle édition du 20h. À la une du journal, les conséquences de la journée du 1er octobre et les bilans sont en train d'être proposés en ce moment. Le ministre de la Communication, Issa Tiroma Bakari, est face à la presse pour livrer le bilan officiel des éléments et des événements enregistrés hier. Les premiers chiffres viennent de Bamenda. Au total, 11 morts enregistrés. Les mesures de sécurité restent maintenues dans le nord-ouest jusqu'à minuit et dans le sud-ouest. Quelques-unes de ces mesures ont été modifiées par le gouverneur. Mais grand constat effectué hier, 1er octobre, jour de la réunification, une journée de la réunification qui a repris goût et place, en lieu et place justement de la sécession annoncée par certains. La réflexion dans cette édition, justement, quand la réunification prend le dessus sur la sécession. Dans cette édition également, l'accès au logement est interrogé au Cameroun. En cette journée mondiale consacrée à l'habitat, l'accès à son propre logement reste un véritable casse-tête malgré les mesures prises par les pouvoirs publics et de nombreuses structures qui ont été créées pour faciliter l'accès au logement. Les coûts restent élevés du foncier aux matériaux de construction. Ce sera le focus de cette édition du 20h. C'est le temps des incertitudes du côté de la République démocratique du Congo. La Commission électorale nationale indépendante annonce son incapacité à pouvoir tenir le calendrier électoral. Pas d'élection pour cette fin d'année 2017 tel que prévu par les accords de la Saint-Sylvestre. Et du coup, c'est un nouveau doute et des craintes qui sont enregistrées du côté de la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, voilà pour la vitrine du journal. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue. Et on vous le disait dans les titres de cette édition, on aura probablement le bilan officiel selon le gouvernement des manifestations d'hier. 1er octobre dans le nord-ouest et le sud-ouest. Les premiers chiffres qui sont connus viennent du nord-ouest, de la bouche même du gouverneur de la région de nord-ouest, Adolphe Lélé Lafrique. 11 morts au total, dont 6 directement impliqués dans le cas de ces manifestations et 5 dans la localité de Kumbo à la suite d'une tentative d'évasion. Les mesures sécuritaires sont maintenues jusqu'à minuit avec le couvre-feu. Dans le sud-ouest également, les mesures sécuritaires sont maintenues. Une seule a été levée par le gouverneur Bernard Okaliabilai, celle autorisant les mototaxis et les taxis à transporter des élèves pour les besoins justement de la reprise des cours. Mais au-delà des dégâts matériels observés et des blessures ou des morts, l'une des grandes leçons de la journée d'hier reste la réunification qui a finalement été célébrée au Cameroun. Plusieurs manifestations qui semblent avoir pris le dessus sur l'annonce attendue, entre guillemets, de la proclamation de l'indépendance de la République dite d'Ambazonie. Michel Serechungi. Les auteurs de la sécession du Cameroun n'ont pas vu leur projet se réaliser ce 1er octobre 2017. L'État d'Ambazonie ne verra pas le jour tel que planifié. Dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, aucune manifestation ayant trait à la proclamation de cet État imaginaire. Si la matinée a été relativement calme, ce n'est pas le cas pour l'après-midi où les violences ont été enregistrées dans plusieurs localités. C'est le cas du quartier Upstation à Bamenda où les tirs ont retenti. Les forces de l'ordre ont à chaque fois réussi à calmer la situation malgré la résistance des assaillants. Le bilan fait état de plusieurs morts et des blessés. Nous avons globalement sur l'ensemble de la région 6 décès qui ont été enregistrés. Nous, par exemple, après avoir enlevé une arme entre les mains d'un de nos éléments, ils l'ont utilisée. Ce fut également le cas dans l'arrondissement d'Oku, où une brigade a été la cible de ces attaques. On a enregistré 2 cas de pertes en vie humaine. Le même scénario s'est opéré à Achon dans la Momo et dans le Ngoketunja. Une tentative d'évasion est enregistrée à Kumbo. Elle est également maîtrisée par les forces du maintien de l'ordre. Quelques échauffourées sont enregistrées à Tiko, Motengene et à Tombel. En ce 1er octobre, date historique pour le Cameroun, les populations des autres régions du pays ont plutôt profité pour exprimer leur attachement à l'unité du Cameroun qui est un et indivisible.
Au départ, il y avait des problèmes coopératifs, mais maintenant, certaines personnes ont pu profiter pour s'en mêler là-dessus. Il est question pour nous de réaffirmer notre attachement à l'unité nationale qui est un symbole très fort pour nous. Yaoundé, Abomban, Zuetele Garoua, Bafoussam, bref, des marches et meetings de soutien à la paix et l'unité ont été organisés par les populations pour dire non à la sécession. Parlant justement de ces mobilisations, à la fin de ce journal, vous aurez les images de la grande mobilisation de Zuetele, mais également la grande mobilisation d'Abomban dans le Oignon. Le temps de parler justement de la sécession depuis les indépendances et les batailles pour l'indépendance. Les combats dans le continent africain semblent avoir changé. On parle plus de ces guerres de sécession dans plusieurs pays. La guerre du Biafra au Nigeria jusqu'au Soudan du Sud qui obtiendra finalement son indépendance. Plusieurs autres pays ont connu ces velléités sécessionnistes. Ceux des pays, le cas du Soudan du Sud, pour avoir réussi à obtenir cette indépendance, n'a pas connu le développement tant souhaité. Et du coup, les courants condamnent la plupart des mouvements sécessionnistes aujourd'hui qui ont quand même fait des millions de morts. Mélanie Bibanga. Le 1er octobre dernier, les indépendantistes camerounais ont décidé de proclamer l'indépendance de la partie anglophone, de quoi mettre à jour la tendance sécessionniste sur le continent, un phénomène aussi vieux que les indépendances en Afrique. Plusieurs pays ont connu ces moments de troubles caractérisés par des agissements belliqueux, des tueries, des déplacements des populations, la famine et l'asphyxie de l'économie. En Afrique, les mouvements sécessionnistes affluent au Nigeria, en Casamance, au Soudan du Sud, en Érythrée, au Cameroun, et la liste est loin d'être exhaustive. Dans ces pays-là, bien que les causes liées à cette guerre soient complexes, le dénominateur commun reste la division. Le nombre de morts dans ces pays en lutte contre eux-mêmes se chiffre à 1 million. Au Nigeria, premier pays à sombrer dans la guerre de sécession, connue sous le nom de guerre de Biafra, plus d'1 million de personnes sont décédées, notamment des Biafrais victimes de la famine. En Casamance, le conflit aurait fait plus de 600 victimes entre 1990 à 2000. Plus de 70 000 déplacés et des centaines de villages détruits, désertés et minés, comme la plupart des routes et pistes de la Casamance. Le cas du Soudan du Sud reste en effet un exemple de sécession ratée. Depuis son indépendance en 2011, le pays est le théâtre de l'agitation, de l'effusion de sang, du viol, bref, de la souffrance. Les deux leaders de la guerre d'indépendance ne regardant plus dans la même direction, près de 7,6 millions de personnes sur les 12 millions que compte le pays ont besoin d'aide et 4 millions ont fui leur localité. Selon l'ONU, chaque mois, la situation s'aggrave au Soudan du Sud. Cette guerre civile a déjà fait des dizaines de milliers de morts. Et il n'y a pas que l'Afrique qui connaît les combats sécessionnistes. La Catalogne a retenu également l'attention de la communauté internationale le week-end dernier. Jusqu'à ce lundi encore, on en parle. On en est au point de faire le bilan qui affiche des centaines de milliers de blessés avec quelques images qui circulent à travers les réseaux sociaux qui montrent justement le déploiement des forces de défense et de la police. Les heurts qui ont également été enregistrés et la crainte globale du continent européen qui n'approuve pas du tout la démarche de la Catalogne, créant justement quelques conséquences liées au mimétisme parce que plusieurs autres pays également européens sont menacés par les sécessionnistes. À Madrid, on parle d'un non-événement, même si, malgré le taux de participation assez faible au référendum, la Catalogne semble se réjouir. Mathieu Wamba. Le Parlement catalan a finalement décidé d'organiser son référendum d'autodétermination de façon unilatérale. Malgré la présence de plus de 15 000 policiers envoyés par l'État central, la Catalogne ne veut plus payer pour le reste du pays, dont l'économie est à la traîne. Au-delà du réflexe identitaire affiché, l'économie reste la motivation première. En attente des résultats, le président du gouvernement régional catalan parle d'une victoire du 8 à 90%, mais une faible mobilisation de 42% de participation au vote. L'isolement et les condamnations européennes viennent réaffirmer leur soutien à Madrid et désavouer une politique divisionniste qui trouve toute sa plénitude dans l'égoïsme et un chantage d'une région à l'économie forte. Nul ne peut se soustraire à la Constitution dans une démocratie comme l'Espagne
et il n'y aura pas de retour en arrière, a déclaré le Premier ministre Mariano Rajoy. Si le préambule de l'ONU proclame le droit à tous les peuples de disposer d'eux-mêmes, cette ONU et la communauté internationale restent prudentes, redoutant un effet absorbant dans les zones voisines de la Catalogne, dont le Pays basque et la Corse chez le voisin français, qui luttent depuis toujours contre l'irrédentisme de certains groupes. Barcelone et Madrid s'affrontent donc à coup de communiqué. Si le président du gouvernement catalan parle d'un référendum réussi, le Premier ministre Rajoy dit ne pas reconnaître la tenue d'un quelconque scrutin d'autodétermination et que la question sera proposée à tous les partis politiques du pays afin de décider de l'avenir de la Catalogne. C'est donc sous haute surveillance policière, suivi de heurts entre manifestants et policiers, que s'est déroulé le vote. Heureusement, l'on ne dénombre pas de morts, mais plusieurs blessés, dont 33 du côté des forces de l'ordre. Du côté de Madrid, on indique que la Constitution est simplement sacrée. Parlons d'autre chose à présent. Cette journée est consacrée à l'habitat. La réflexion de ce soir parle de l'accès au logement, bien difficile au Cameroun, malgré de nombreuses structures créées par l'État, du crédit foncier à la mission d'aménagement des territoires urbains et ruraux, la MAUTUR. Plusieurs problèmes sont rencontrés par des Camerounais à la quête justement d'un meilleur logement ou d'un logement personnel. Ajouter à cela les coûts élevés des matériaux, mais également une sorte de surenchère. C'est un véritable casse-tête, Edmond Foutué. Être propriétaire d'une maison au Cameroun est un vrai fer à croquer. Parce que l'argent est devenu faible. Acheter la tôle, ce n'est plus facile. Acheter le ciment, c'est difficile. C'est pas facile de construire une maison à Douala parce que tout est cher. Le sable, le fer et le ciment, tout est cher. Malgré les dispositions prises par le gouvernement pour faciliter le logement à ses citoyens, celle-ci reste sans effet sur le terrain. La MAUTUR qui aménage des espaces publics, la SIC pour construire avec Mipromalo. Malgré toutes ces dispositions prises, l'accès à un logement continue à être aussi difficile. Difficile pourquoi? Parce qu'on rencontre déjà les difficultés dans l'obtention des espaces. Aujourd'hui, le véritable problème, c'est que lorsqu'on a un espace, on n'est plus sûr de ce titre foncier qui peut être annulé du jour au lendemain. Et ensuite, le matériel continue à grimper. C'est-à-dire que le Camerounais moyen ne peut pas aussi facilement s'offrir un logement. À côté de cela, il faut noter la cherté du matériel et la mauvaise moralité des techniciens en bâtiment. Nous voyons aussi que la construction d'un logement obéit à une norme, une réglementation. C'est-à-dire que pour construire une maison, il faut un permis de bâtir. Et pour le permis de bâtir, il y a une norme qui est respectée par la communauté urbaine qui délivre un permis de bâtir. Et pour cela, beaucoup de Camerounais ne peuvent pas se l'offrir. Et la qualité aussi des techniciens qui doivent réaliser l'œuvre. L'ensemble de ces freins pousse de nombreux Camerounais à demeurer en location jusqu'à leur décès. Peut-être qu'il faudra compter sur les jeunes Camerounais désormais formés en gestion urbaine, mais également en architecture. C'est des filières qui ne sont pas très connues dans notre pays. Les étudiants de ces différentes filières et autres experts se sont réunis ici à Yaoundé. Question justement d'assurer la promotion d'une filière utile pour l'aménagement urbain et l'architecture. Nos villes, selon les différents constats, en ont véritablement besoin. Galine Jakam. Le métier de gestionnaire urbain bat de l'aile au Cameroun. L'un des constats est que ce secteur d'activité ne figure pas dans la grille des métiers élaborés par le ministère de la fonction publique et de la réforme administrative. De même, aucune loi n'encadre ce métier au Cameroun. Dès lors, les gestionnaires urbains rencontrent d'énormes difficultés d'insertion socio-professionnelle dans la mesure où il leur est impossible d'exercer selon leur titre. Il faut dire que le métier de gestionnaire urbain est un métier capable de booster le développement des villes camerounaises, d'améliorer la façade urbaine camerounaise. Cependant, en passant par l'amélioration des conditions de vie des populations. Le constat donc qu'on fait est que ce métier n'est pas suffisamment valorisé
sur l'étendue du territoire camerounais. C'est dans l'optique de remédier à cette situation que le Cercle des étudiants camerounais en gestion urbaine de l'École africaine des métiers de l'architecture et de l'urbanisme a organisé samedi dernier une rencontre entre gestionnaires urbains du Cameroun. Objectif, contribuer à la valorisation des potentialités des milieux urbains afin de promouvoir leur développement intégré. En matière d'insertion professionnelle, il revient également pour nous d'attirer l'attention du ministère de la fonction publique qui doit, n'est-ce pas, de temps en temps, recruter également ce corps de métier qui joue aussi un rôle aussi important dans le développement des villes camerounaises, au même titre que les autres corps de métiers tels que les urbanistes et les architectes. Et donc nous demandons au gouvernement camerounais de prêter une oreille attentive à cette formation. La dite rencontre s'est soldée par la création et la mise en place de l'Association des gestionnaires urbains du Cameroun, ayant la charge d'orienter toutes les actions nécessaires pour la promotion de ce métier sur le sol camerounais. Restons dans les couloirs de l'éducation et la formation avec ces assises qui se sont ouvertes à Yaoundé aujourd'hui à l'Institut africain d'informatique qui pense et repense des programmes dans le cadre de la relecture des contenus pédagogiques des différents cursus de formation du côté de l'IAI. Les experts venant de plusieurs pays se sont en conclave depuis ce matin. C'est au siège de la représentation camerounaise. L'objectif de cette rencontre étant de toiletter les programmes actuels et permettre aux étudiants sortis de l'IAI d'être au fait et à la pointe des technologies de l'heure. Experts et autres responsables au niveau international de l'IAI étaient et sont toujours présents ici à Yaoundé. Galinjakam encore. Pendant 2 jours, le cursus de formation des étudiants de l'IAI sera passé au peigne fin en vue de son réaménagement pour une meilleure insertion socio-professionnelle. C'est d'ailleurs l'objectif que se sont fixés la directrice générale de l'IAI et ses collaborateurs du Cameroun, du Gabon, du Togo, du Bénin et du Burkina Faso, réunis ce lundi au siège de la représentation camerounaise. Le bien fondé de ces travaux va nous amener à refonder nos programmes. Il y a des programmes qui ont été conçus il y a plus d'une quarantaine d'années. C'est vrai, ça change, mais il faut les adapter au contexte aujourd'hui de la révolution numérique. Au cours de cet atelier de restructuration, un accent particulier a été mis sur le système LMD qui positionne l'étudiant au cœur de la formation universitaire. On aura une base, un manuel commun des enseignants. Quand IAI Cameroun veut faire tel module et que le prof n'est pas disponible, on peut faire appel à IAI Gabon, IAI Niger. Donc, il y a la mobilité des enseignants. Aussi pour les étudiants, un étudiant peut commencer à IAI Cameroun et aller continuer à IAI Gabon en pleine année. Parce que c'est le LMD qui le permet. Ce projet, qui sera expérimenté dans tous les pays membres de l'IAI, vise à adapter la formation des étudiants aux besoins des entreprises pour leur permettre d'être compétitifs sur le marché. La technologie évolue, le système d'information évolue. Donc il faut que nous puissions adapter nos programmes en rapport aux besoins des entreprises et des administrations. Et cette adaptation-là, c'est dans le réseau, que ce soit à l'IAI, que ce soit dans les représentations. Au thème de ce conclave, un programme correspondant aux technologies de l'heure sera opérationnel dès la rentrée académique prévue le 4 octobre prochain. Un système qui viendra sans doute booster la formation des étudiants de l'IAI. Et ce 2 octobre est jour de rentrée scolaire du côté de la République du Congo. Pour la maternelle, le primaire, le secondaire et l'alphabétisation, les cours ont effectivement repris. Les ministres en charge de ces questions ont d'ailleurs fait le tour aujourd'hui à l'effet de constater l'effectivité de cette rentrée scolaire. Jean-Pierre Noir. Comme à Brazzaville, la capitale, le calme a prévalu partout à l'intérieur du pays, dans tous les établissements scolaires, tant du secteur de l'enseignement général que du secteur de l'enseignement technique en ces jours de rentrée scolaire au Congo-Brazzaville. Une rentrée scolaire un peu timide au niveau de l'enseignement primaire et secondaire, remarquable à travers la visite de plusieurs établissements scolaires de Brazzaville, faite par le ministre de tutelle Anatole Collinet Makosso. Le niveau de participation des élèves, nous l'avons évalué ensemble. Il va de 42 à 65%. Donc on peut considérer que nous sommes au-dessus de la moyenne.
Le conflit dans les départements du Poul n'a pas empêché les élèves d'être présents dans leurs établissements scolaires. Là aussi, on a noté une participation effective des enseignants, une reprise timide, faut-il le dire, qui a été évaluée autour de 30 à 50%. Voilà les établissements qui ont, s'agissant des élèves, une reprise évaluée à 30 à 50%. Dans les écoles visitées, on a noté la présence de l'administration scolaire, y compris celle du corps professoral. Les cours ont bel et bien commencé, le ministre en a vécu l'effectivité. Tout a bien démarré. D'ailleurs, j'ai commencé par un devoir test pour juger un peu le niveau de ces petits qui viennent de la 4e. Je peux vous rassurer que ça a bien commencé. Là, nous sommes en plein cours. Je fais cours avec mes élèves. Là, je suis en classe de 3e 2. Détendus, certains élèves ont émis leur satisfaction. Je dis aux autres de venir parce que déjà l'école a commencé. On a fait la philosophie ce matin. On a appris que non, est-ce que la philosophie existe-t-il en Afrique? C'est ce qu'on a appris et maintenant on est en train de faire la SVT. En dépit de cette reprise timide des cours, le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation s'est déclaré satisfait du bon déroulement de la rentrée scolaire édition 2017-2018, ce qui augure d'une bonne année scolaire. Pascal Ngagandia est dans les établissements scolaires à l'occasion de la rentrée scolaire du côté du Congo-Brazzaville. Congo-Brazzaville qui accueille également demain jusqu'au 5 octobre prochain une réunion des membres, des ministres en charge de l'environnement et des finances des pays de la CEAC, mais également de l'Afrique de l'Est. 16 pays au total sont concernés. Il va s'agir pour ces différents ministres de mettre en place tous les mécanismes pour l'opérationnalisation de la commission du bassin du Congo pour ce qui est du climat. Sylvestre Messi. C'est une rencontre qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord de Paris et de la déclaration des chefs d'État africains adoptée le 16 novembre 2016 à Marrakech au Maroc, à marge de la COP 22. Il sera question pour les ministres de l'Environnement et des Finances de la CIAC et de la Communauté des États de l'Afrique de l'Est réunis à Brazzaville du 3 au 5 octobre prochain d'accélérer l'opérationnalisation de la Commission climat du bassin du Congo en cours de création et d'adopter une position commune de l'Afrique centrale et de l'Est face à la COP 23 prévue à Bonn en Allemagne au mois de décembre prochain. Ainsi, le plan d'action de la Commission climat du bassin du Congo et les programmes projets sectoriels de développement de l'économie bleue seront au cœur de ces travaux. La conférence bénéficiera de l'appui technique du secrétariat général de la CIAC et de la communauté économique de l'Afrique de l'Est et du secrétariat exécutif de la COMIFAC, la Commission des forêts de l'Afrique centrale. La Commission climat du bassin du Congo que préside le chef de l'État congolais Denis Sassou Nguesso est constituée de 16 pays, dont l'Angola, le Burundi, le Cameroun, la République centrafricaine, le Gabon, la Guinée, les deux Congos, entre autres. Elle couvre près de 10 millions de kilomètres carrés et représente plus de 10% de la biodiversité mondiale. Allons dans la localité de Bria. Nous sommes en République centrafricaine. C'est une petite localité qui connaît des problèmes entre groupes rebelles, des frères qui ne se parlent pas et qui échangent justement en langage de détonation d'armes. Une délégation des parlementaires est descendue sur le terrain pour porter le message de l'apaisement et essayer d'amener les habitants de cette localité à enterrer la hache de guerre à Mbrazaouano. La mission parlementaire que conduisait l'honorable Jean-Michel Mandamba à Bria avait pour objectif de stabiliser, consolider et raffermir le vivre ensemble entre les frères de cette partie du pays en République centrafricaine. On a initié un document qu'on appelait communiqué conjoint. Ce communiqué devait amener les différents antagonistes à être ensemble et avoir le même langage, qui est celui de déposer les armes, de les ranger là où elles doivent pour mettre la population à l'aise. Depuis 2016, la localité est plongée dans une extrême violence entre les groupes armés rivaux, empêchant ainsi le bon fonctionnement de cette région et le développement de celle-ci. La ville de Bria était divisée en deux, pour ne pas dire trois, donc en deux grands blocs. Les habitants d'un bloc n'allaient pas vers l'autre et ça posait problème. Problème en termes de ravitaillement, en termes de ceci, en termes de cela. Et en tout cas, la ville était franchement sinistrée, parce que vous ne voyez que les maisons qui sont brûlées, et ça ne donnait pas bonne impression. La mission parlementaire de médiation à Bria a lancé un appel
Il a connu un écho favorable puisque celui-ci aura abouti à un cessez-le-feu entre les parties prenantes. Les groupes armés sont ouverts au dialogue, apprend-on, mais insistent que les jalons posés par les députés aient un relais dans la haute administration de la République centrafricaine. L'Assemblée a joué son rôle et nous pensons que le gouvernement va s'en saisir pour le pérenniser. 41 000 personnes vivent dans les townships de Fortuite à cause des violences, les obligeant parfois à abandonner maisons, champs, ce qui crée souvent une véritable disette dans cette contrée. Et la République centrafricaine a connu des cas de violence depuis plusieurs années. En cette journée mondiale consacrée à la non-violence, les jeunes se sont lancés également dans la réflexion. C'est une causerie éducative qui a été organisée aujourd'hui à Bangui et qui rassemblait de nombreux jeunes autour des questions de non-violence. À l'occasion donc de cette journée, ils ont initié cette causerie sur le thème central de la jeunesse face aux défis de la non-violence. Et cette jeunesse qui a pris des engagements justement à œuvrer pour le retour de la paix en République centrafricaine. Entre-temps, du côté de la RDC, c'est le temps des inquiétudes, au-delà des incertitudes causées par un calendrier électoral qui ne sera finalement pas respecté. La Commission électorale nationale indépendante annonce son incapacité à pouvoir tenir ce calendrier qui a annoncé pas moins de 3 scrutins en cette fin d'année 2017 au mois de décembre, alors que les accords avaient été passés pendant les accords de la Saint-Sylvestre qui avaient quelque peu calmé l'opposition et la société civile. Les interrogations fusent, les inquiétudes également. Sidoine Monkam. En République démocratique du Congo, le président de la République, de l'Assemblée nationale et des assemblées provinciales sont hors mandat depuis plusieurs mois. Le délai de 90 jours prévu par la loi pour convoquer le corps électoral en vue d'organiser un scrutin d'ici le 31 décembre 2017 vient d'être dépassé. Une situation inédite dans le pays, mais pour le président de la commission électorale, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Par ailleurs, à travers une sortie il y a plusieurs semaines, il affirme avoir annoncé publiquement que les élections ne pourront être organisées d'ici la fin d'année. Et selon lui, il est techniquement trop juste d'organiser 3 scrutins, à savoir la présidentielle, les législatives et les provinciales le même jour, ce qui renforce davantage le mystère autour du calendrier électoral. Une situation qui suscite de nombreuses interrogations tant dans la société civile qu'au sein de l'Église catholique. Et à ce sujet, la société civile dénonce un défaut criard de bonne foi de la part de la commission électorale. Et l'Église catholique de son côté s'inquiète de la lenteur de la commission électorale à qui elle demande d'annoncer une date fixe pour permettre aux Congolais de mieux se projeter. Des réactions qui viennent s'ajouter à celles de l'opposant Moïse Katumbi qui, dans une sortie sur les antennes d'un média français, appelait déjà à la démission du gouvernement de Kinshasa. Il faut également souligner que les Nations Unies, mais aussi l'Union africaine, qui a rencontré le président Joseph Kabila à Kinshasa dimanche, s'accordent à dire que la publication d'un calendrier électoral dans les plus brefs délais est plus que jamais nécessaire pour que les Congolais puissent entrevoir l'horizon d'une alternance démocratique. Des sujets que vous pouvez lire chaque semaine et 2 fois par semaine dans les colonnes du bi-hebdomadaire L'Anecdote, le journal qui a pris de nouvelles formes. Il y a de cela quelques mois seulement. Un accueil favorable est constaté au niveau du public, mais il faut aller plus loin pour faire l'évaluation de ces premiers mois des nouveaux visages de L'Anecdote. Une séance d'évaluation sous la forme d'un séminaire s'est tenue aujourd'hui ici à Yaoundé. Norbert Ebodé. Ce numéro du bi-hebdomadaire L'Anecdote en kiosque 2 octobre 2017 est le 38e du genre dans sa nouvelle configuration. Des habits neufs qui permettent à ce tabloïd créé en 1995 d'accrocher davantage son lectorat. Un lectorat fier de la nouvelle titrage du journal, de ses rubrications, de son contenu informationnel, avec un point d'honneur sur le traitement de cette information. Côté responsables éditoriaux, la mutation opérée au sein du journal pour qui enquêter est un risque et écrire un devoir est salutaire. Les contenus sont bons, la rubrication est respectée, le deadline, le calibrage, tout y est. En fait, on a un bon journal. Malgré ces résultats engrangés, résultats fruits d'une équipe dynamique
D'autres efforts méritent d'être déployés. C'est le travail, c'est la persévérance, comme le dit souvent notre directeur de publication et par ailleurs représentant directeur général du groupe L'Anecdote, que seul le travail paye. Il faut être persévérant, il faut donner le meilleur de soi, il faut de l'abnégation au travail. C'est le message que je peux donner à cette jeune génération qui arrive, qui est à une phase transitoire. Conscient des défis qui sont désormais les leurs dans un landerneau médiatique à forte concurrence, journalistes, metteurs en page, marketistes, illustrateurs, lecteurs et autres responsables du journal renforcent leurs capacités à travers de multiples séminaires, comme ce lundi ici même à Yaoundé. Le journal L'Anecdote qui a également suivi les formations sportives du jour au Cameroun. C'est la publication de la liste des 23 du sélectionneur national Hugo Bros en vue d'affronter la sélection algérienne. Même si les Lions sont déjà éliminés de la Coupe du Monde 2018, Hugo Bros a reconduit un groupe déjà connu. Pas de grands changements au regard justement de la composition qui a été proposée aux hommes de médias et à l'attention du public. Étienne Bala. L'entraîneur sélectionneur des Lions indomptables du Cameroun a encore à cœur de gagner ses dernières rencontres de la campagne éliminatoire au mondial de 2018. Là, c'est très important que ici, dans ces deux matchs, on gagne et on tient notre position. Et deuxièmement, c'est aussi important pour l'avenir. Même s'il reconnaît qu'après la CAN dernière, c'est difficile avec les joueurs d'aucun bout de la sélection, mais aujourd'hui plus qu'à jamais, ces rencontres permettent à l'équipe de préparer l'avenir. Moi, comme coach, ces deux matchs-là vont être des matchs dans le sens que après je vais prendre mes conclusions, c'est-à-dire est-ce que ou avec qui on va continuer. Parce qu'on doit préparer une CAN d'ici une bonne année. On doit avoir une très bonne équipe. En clair, Hugo Bros a refait confiance presque au même. Dans les buts, 3 gardiens, l'incontournable titulaire des Lions indomptables Joseph Fabrice Ondoa, Jules Godin et Georges Bokwe. 8 défenseurs, Michael Ngade, Adolphe Teke, Ernest Mabouka, Jean-Charles Castelletto, Serge Loco, Faye Collins, Yaya Banana et Nourou Tolo. 4 milieux de terrain, Georges Constant Mandjek, Sébastien Siani, Zambo Anguissa et Petrus Boumal en lieu et place d'Arnaud Djoum blessé. 9 attaquants, Clinton J, Vincent Boubacar, Benjamin Moukanjo, le capitaine, Christian Bassogo, Karl Toko et Kambi, Jean-Pierre Samé, Mouminga Maleu, Fabrice Olinga et France Pango pour remplacer Choupo-Moting qui continue à bouder la sélection. Avec cette équipe, Hugo Bros espère jouer pour l'honneur en pensant à l'avenir, la CAN de 2019. Choupo-Moting est présenté comme boudant la sélection nationale, ce qui n'est pas le cas pour Karl Toko et Kambi, qui n'est pas du tout d'accord avec les propos du sélectionneur qui avait indiqué qu'il avait boycotté la sélection nationale camerounaise. Il a dû réagir aujourd'hui. Mais la composition des 23 d'Hugo Bros ne fait pas l'unanimité dans l'opinion, mais également dans les milieux de la presse sportive. Edith Tiagnan. Accusé par le coach Hugo Bros d'avoir boudé son appel pour la rencontre du 7 octobre prochain face à l'Algérie, le sociétaire de Andiesco, Karl Toko et Kambi répond « Je n'ai jamais refusé de répondre à une convocation pour le prochain match. Après avoir reçu la pré-convocation, le staff m'a appelé pour m'informer que le coach ne m'avait pas retenu dans la liste des 23. Comment le coach peut-il aller dire en conférence que j'ai boycotté la sélection ?» Une situation qui démontre à suffisance l'état d'esprit de la tanière. La liste publiée ce matin par le sorcier blanc ne fait pas l'unanimité au sein des journalistes sportifs qui voient en cette sortie de Bros une occasion manquée pour attraper le tir. Il n'y a plus véritablement de contraintes et c'était l'occasion peut-être pour ouvrir la vanne aux joueurs de la sélection A' du Cameroun qui préparent une compétition internationale, ils sont en train de préparer le CHAN, d'avoir les moyens, d'avoir le bon sparring partner et peut-être aussi de se donner la chance de pouvoir prétendre à la sélection nationale un jour. D'autres par contre appellent au respect des choix du sélectionneur national. Nous sommes allés à la CAN avec 7 défections, des joueurs sur lesquels on ne misait rien, avec la volonté, ils ont apporté du résultat. À partir de ce moment, nous devons comprendre et laisser. Hugo est revenu sur un certain nombre de choses. C'est une liste de joueurs volontaires qui veulent défendre les couleurs du Cameroun. Certains vont plus loin et voient en cette sortie fracassante du coach la fin du règne Bros. Lorsqu'il parlait du Cameroun, il disait beaucoup vous.
j'ai eu envie de lui poser la question, est-ce que vous êtes en train de nous faire vos adieux? Parce que dans son temps, on sent bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Hugo Bros, depuis l'élimination face au Nigeria, nous a montré qu'effectivement, il ne travaillait plus pour le Cameroun parce que son contrat court jusqu'en février. On n'a plus d'enjeu, on n'a plus de compétition, de match à enjeu actuellement. Quoi qu'il en soit, l'avenir nous dira si oui ou non Hugo Bros sera à la charge des Lions indomptables pour les mois à venir. Les rendez-vous du lundi soir sur votre télévision, le débat chrétien tout à l'heure à 21h avec Thomas Mbega. Mais juste derrière le rideau de ce journal, retrouvez le grand déploiement du RDPC à Zoé Télé, à Bomban, mais également l'évaluation de la seconde phase, la pause, la fibre optique entre le Cameroun et le Brésil. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir regardé. Passez une magnifique soirée. Le grand format de l'actualité sur la télévision africaine. Mesdames, bonsoir, messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette nouvelle édition du 20h. À la une du journal, les conséquences de la journée du 1er octobre et les bilans sont en train d'être proposés en ce moment. Le ministre de la Communication, Issa Tiroma Bakari, est face à la presse pour livrer le bilan officiel des éléments et des événements enregistrés hier. Les premiers chiffres viennent de Bamenda. Au total, 11 morts enregistrés. Les mesures de sécurité restent maintenues dans le nord-ouest jusqu'à minuit et dans le sud-ouest. Quelques-unes de ces mesures ont été modifiées par le gouverneur. Mais grand constat effectué hier, 1er octobre, jour de la réunification, une journée de la réunification qui a repris goût et place en lieu et place justement de la sécession annoncée par certains. La réflexion dans cette édition, justement, quand la réunification prend le dessus sur la sécession. Dans cette édition également, l'accès au logement est interrogé au Cameroun. En cette journée mondiale consacrée à l'habitat, l'accès à son propre logement reste un véritable casse-tête malgré les mesures prises par les pouvoirs publics et de nombreuses structures qui ont été créées pour faciliter l'accès au logement. Les coûts restent élevés du foncier aux matériaux de construction. Ce sera le focus de cette édition du 20h. C'est le temps des incertitudes du côté de la République démocratique du Congo. La Commission électorale nationale indépendante annonce son incapacité à pouvoir tenir le calendrier électoral. Pas d'élection pour cette fin d'année 2017 tel que prévu par les accords de la Saint-Sylvestre. Et du coup, c'est un nouveau doute et des craintes qui sont enregistrées du côté de la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, voilà pour la vitrine du journal. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue. Et on vous le disait, dans les titres de cette édition, on aura probablement le bilan officiel, selon le gouvernement, des manifestations d'hier, 1er octobre, dans le nord-ouest et le sud-ouest. Les premiers chiffres qui sont connus viennent du nord-ouest, de la bouche même du gouverneur de la région de nord-ouest, Adolphe Lélé Lafrique. 11 morts au total, dont 6 directement impliqués dans le cadre de ces manifestations et 5 dans la localité de Kumbo à la suite d'une tentative d'évasion. Les mesures sécuritaires sont maintenues jusqu'à minuit avec le couvre-feu. Dans le sud-ouest également, les mesures sécuritaires sont maintenues. Une seule a été levée par le gouverneur Bernard Okaliabilai, celle autorisant les mototaxis et les taxis à transporter des élèves pour les besoins justement de la reprise des cours. Mais au-delà des dégâts matériels observés et des blessures ou des morts, l'une des grandes leçons de la journée d'hier reste la réunification qui a finalement été célébrée au Cameroun. Plusieurs manifestations qui semblent avoir pris le dessus sur l'annonce attendue, entre guillemets, de la proclamation de l'indépendance de la République dite d'Ambazonie. Michel Serechungi. Les auteurs de la sécession du Cameroun n'ont pas vu leur projet se réaliser ce 1er octobre 2017.
l'État d'Ambazonie ne verra pas le jour tel que planifié. Dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, aucune manifestation ayant trait à la proclamation de cet État imaginaire. Si la matinée a été relativement calme, ce n'est pas le cas pour l'après-midi où les violences ont été enregistrées dans plusieurs localités. C'est le cas du quartier Upstation à Bamenda où les tirs ont retenti. Les forces de l'ordre ont à chaque fois réussi à calmer la situation malgré la résistance des assaillants. Le bilan fait état de plusieurs morts et des blessés. Nous avons globalement sur l'ensemble de la région 6 décès qui ont été enregistrés. Nous, par exemple, après avoir enlevé une arme entre les mains d'un de nos éléments, ils l'ont utilisée. Ce fut également le cas dans l'arrondissement d'Oku, où une brigade a été la cible de ces attaques. On a enregistré 2 cas de pertes en vie humaine. Le même scénario s'est opéré à Chon dans la Momo et dans le Ngoketunja. Une tentative d'évasion est enregistrée à Kumo. Elle est également maîtrisée par les forces du maintien de l'ordre. Quelques échauffourées sont enregistrées à Tiko, Motengene. De vie des populations. Le constat donc qu'on fait est que ce métier n'est pas suffisamment valorisé sur l'étendue du territoire camerounais. C'est dans l'optique de remédier à cette situation que le cercle des étudiants camerounais en gestion urbaine de l'École africaine des métiers de l'architecture et de l'urbanisme a organisé samedi dernier une rencontre entre gestionnaires urbains du Cameroun. Objectif, contribuer à la valorisation des potentialités des milieux urbains afin de promouvoir leur développement intégré. En matière d'insertion professionnelle, il revient également pour nous d'attirer l'attention du ministère de la fonction publique qui doit, n'est-ce pas, de temps en temps, recruter également ce corps de métier qui joue aussi un rôle aussi important dans le développement des villes camerounaises, au même titre que les autres corps de métiers tels que les urbanistes et les architectes. Et donc nous demandons au gouvernement camerounais de prêter une oreille attentive à cette formation. La dite rencontre s'est soldée par la création et la mise en place de l'Association des gestionnaires urbains du Cameroun, ayant la charge d'orienter toutes les actions nécessaires pour la promotion de ce métier sur le sol camerounais. Restons dans les couloirs de l'éducation et la formation avec ces assises qui se sont ouvertes à Yaoundé aujourd'hui à l'Institut africain d'informatique qui pense et repense des programmes dans le cadre de la relecture des contenus pédagogiques des différents cursus de formation du côté de l'IAI. Les experts venant de plusieurs pays se sont en conclave depuis ce matin. C'est au siège de la représentation camerounaise. L'objectif de cette rencontre étant de toiletter les programmes actuels et permettre aux étudiants sortis de l'IAI d'être au fait et à la pointe des technologies de l'heure. Experts et autres responsables au niveau international de l'IAI étaient et sont toujours présents ici à Yaoundé. Galinjakam encore. Pendant 2 jours, le cursus de formation des étudiants de l'IAI sera passé au peigne fin en vue de son réaménagement pour une meilleure insertion socio-professionnelle. C'est d'ailleurs l'objectif que se sont fixés la directrice générale de l'IAI et ses collaborateurs du Cameroun, du Gabon, du Togo, du Bénin et du Burkina Faso, réunis ce lundi au siège de la représentation camerounaise. Le bien fondé de ces travaux va nous amener à refonder nos programmes. Il y a des programmes qui ont été conçus il y a plus d'une quarantaine d'années. C'est vrai, ça change, mais il faut les adapter au contexte aujourd'hui de la révolution numérique. Au cours de cet atelier de restructuration, un accent particulier a été mis sur le système LMD qui positionne l'étudiant au cœur de la formation universitaire. On aura une base, un manuel commun des enseignants. Quand IAI Cameroun veut faire tel module et que le prof n'est pas disponible, on peut faire appel à IAI Gabon, IAI Niger. Donc, il y a la mobilité des enseignants. Aussi pour les étudiants, un étudiant peut commencer à IAI Cameroun et aller continuer à IAI Gabon en pleine année. Parce que c'est le LMD qui le permet. Ce projet, qui sera expérimenté dans tous les pays membres de l'IAI, vise à adapter la formation des étudiants aux besoins des entreprises pour leur permettre d'être compétitifs sur le marché. La technologie évolue, le système d'information évolue. Donc il faut que nous puissions adapter nos programmes en rapport aux besoins des entreprises et des administrations. Et cette adaptation-là, c'est dans le réseau, que ce soit à l'IAI, que ce soit dans les représentations. Au terme de ce conclave,
Un programme correspondant aux technologies de l'heure sera opérationnel dès la rentrée académique prévue le 4 octobre prochain. Un système qui viendra sans doute booster la formation des étudiants de l'IAI. Et ce 2 octobre est jour de rentrée scolaire du côté de la République du Congo. Pour la maternelle, le primaire, le secondaire et l'alphabétisation, les cours ont effectivement repris. Les ministres en charge de ces questions ont d'ailleurs fait le tour aujourd'hui à l'effet de constater l'effectivité de cette rentrée scolaire. Jean-Pierre Noir. Comme à Brazzaville, la capitale, le calme a prévalu partout à l'intérieur du pays, dans tous les établissements scolaires, tant du secteur de l'enseignement général que du secteur de l'enseignement technique en ces jours de rentrée scolaire au Congo-Brazzaville. Une rentrée scolaire un peu timide au niveau de l'enseignement primaire et secondaire, remarquable à travers la visite de plusieurs établissements scolaires de Brazzaville, faite par le ministre de tutelle Anatole Koliné Makosso. Le niveau de participation des élèves, nous l'avons évalué ensemble. Il va de 42 à 65%. Donc on peut considérer que nous sommes au-dessus de la moyenne. Le conflit dans le département du Poul n'a pas empêché. Et à Tombel, en ce 1er octobre, date historique pour le Cameroun, les populations des autres régions du pays ont plutôt profité pour exprimer leur attachement à l'unité du Cameroun qui est un et indivisible. Au départ, il y avait des problèmes coopératifs, mais maintenant, certaines personnes ont pu profiter pour s'en mêler là-dessus. Il est question pour nous de réaffirmer notre attachement à l'unité nationale qui est un symbole très fort pour nous. Yaoundé, Abomban, Zuetele, Garoua, Bafoussam, bref, des marches et meetings de soutien à la paix et l'unité ont été organisés par les populations pour dire non à la sécession. Parlant justement de ces mobilisations, à la fin de ce journal, vous aurez les images de la grande mobilisation de Zuetele, mais également la grande mobilisation d'Abomban dans le Oignon. Le temps de parler justement de la sécession depuis les indépendances et les batailles pour l'indépendance. Les combats dans le continent africain semblent avoir changé. On parle plus de ces guerres de sécession dans plusieurs pays. La guerre du Biafra au Nigeria jusqu'au Soudan du Sud qui obtiendra finalement son indépendance. Plusieurs autres pays ont connu ces velléités sécessionnistes. Ceux des pays, le cas du Soudan du Sud, pour avoir réussi à obtenir cette indépendance, n'a pas connu le développement tant souhaité. Et du coup, les courants condamnent la plupart des mouvements sécessionnistes aujourd'hui qui ont quand même fait des millions de morts. Mélanie Vibanga. Le 1er octobre dernier, les indépendantistes camerounais ont décidé de proclamer l'indépendance de la partie anglophone, de quoi mettre à jour la tendance sécessionniste sur le continent, un phénomène aussi vieux que les indépendances en Afrique. Plusieurs pays ont connu ces moments de troubles caractérisés par des agissements belliqueux, des tueries, des déplacements des populations, la famine et l'asphyxie de l'économie. En Afrique, les mouvements sécessionnistes affluent au Nigeria, en Casamance, au Soudan du Sud, en Érythrée, au Cameroun, et la liste est loin d'être exhaustive. Dans ces pays-là, bien que les causes liées à cette guerre soient complexes, le dénominateur commun reste la division. Le nombre de morts dans ces pays en lutte contre eux-mêmes se chiffre à 1 million. Au Nigeria, premier pays à sombrer dans la guerre de sécession, connue sous le nom de guerre de Biafra, plus d'1 million de personnes sont décédées, notamment des Biafrais victimes de la famine. En Casamance, le conflit aurait fait plus de 600 victimes entre 1990 à 2000. Plus de 70 000 déplacés et des centaines de villages détruits, désertés et minés, comme la plupart des routes et pistes de la Casamance. Le cas du Soudan du Sud reste en effet un exemple de sécession ratée. Depuis son indépendance en 2011, le pays est le théâtre de l'agitation, de l'effusion de sang, du viol, bref, de la souffrance. Les deux leaders de la guerre d'indépendance ne regardant plus dans la même direction, près de 7,600 millions de personnes sur les 12 millions que compte le pays ont besoin d'aide et 4 millions ont fui leur localité. Selon l'ONU, chaque mois, la situation s'aggrave au Soudan du Sud. Cette guerre civile a déjà fait des dizaines de milliers de morts.
Et il n'y a pas que l'Afrique qui connaît les combats sécessionnistes. La Catalogne a retenu également l'attention de la communauté internationale le week-end dernier. Jusqu'à ce lundi encore, on en parle. On en est au point de faire le bilan qui affiche des centaines de milliers de blessés avec quelques images qui circulent à travers les réseaux sociaux qui montrent justement le déploiement des forces de défense et de la police, les heurts qui ont également été enregistrés et la crainte globale du continent européen qui n'approuve pas du tout la démarche de la Catalogne, créant justement quelques conséquences liées au mimétisme parce que plusieurs autres pays également européens sont menacés par les sécessionnistes. À Madrid, on parle d'un non-événement, même si, malgré le taux de participation assez faible au référendum, la Catalogne semble se réjouir. Mathieu Wamba. Le Parlement catalan a finalement décidé d'organiser son référendum d'autodétermination de façon unilatérale. Malgré la présence de plus de 15 000 policiers envoyés par l'État central, la Catalogne ne veut plus payer pour le reste du pays, dont l'économie est à la traîne. Au-delà du réflexe identitaire affiché, l'économie reste la motivation première. En attente des résultats, le président du gouvernement régional catalan parle d'une victoire du oui à 90%, mais une faible mobilisation de 42% de participation au vote. L'isolement et les condamnations européennes viennent réaffirmer leur soutien à Madrid et désavouer une politique divisionniste qui trouve toute sa plénitude dans l'égoïsme et un chantage d'une région à l'économie forte. Nul ne peut se soustraire à la Constitution dans une démocratie comme l'Espagne et il n'y aura pas de retour en arrière, a déclaré le Premier ministre Mariano Rajoy. Si le préambule de l'ONU proclame le droit à tous les peuples de disposer d'eux-mêmes, cette ONU et la communauté internationale restent prudentes, redoutant un effet absorbant dans les zones voisines de la Catalogne, dont le Pays basque et la Corse chez le voisin français, qui luttent depuis toujours contre l'irrédentisme de certains groupes. Barcelone et Madrid s'affrontent donc à coup de communiqué. Si le président du gouvernement catalan parle d'un référendum réussi, le Premier ministre Rajoy dit ne pas reconnaître la tenue d'un quelconque scrutin d'autodétermination et que la question sera proposée à tous les partis politiques du pays afin de décider de l'avenir de la Catalogne. C'est donc sous haute surveillance policière, suivi de heurts entre manifestants et policiers, que s'est déroulé le vote. Heureusement, l'on ne dénombre pas de morts, mais plusieurs blessés, dont 33 du côté des forces de l'ordre. Du côté de Madrid, on indique que la Constitution est simplement sacrée. Parlons d'autre chose à présent. Cette journée est consacrée à l'habitat. La réflexion de ce soir parle de l'accès au logement, bien difficile au Cameroun, malgré de nombreuses structures créées par l'État, du crédit foncier à la mission d'aménagement des territoires urbains et ruraux, la MAUTUR. Plusieurs problèmes sont rencontrés par des Camerounais à la quête justement d'un meilleur logement ou d'un logement personnel. Ajouter à cela les coûts élevés des matériaux, mais également une sorte de surenchère. C'est un véritable casse-tête, Edmond Fauché. Être propriétaire d'une maison au Cameroun est un vrai fer à croquer. Parce que l'argent est devenu faible. Acheter la tôle, ce n'est plus facile. Acheter le ciment, c'est difficile. C'est pas facile de construire une maison à Douala parce que tout est cher. Le sable, le fer et le ciment, tout est cher. Malgré les dispositions prises par le gouvernement pour faciliter le logement à ses citoyens, celle-ci reste sans effet sur le terrain. La MAUTUR qui aménage des espaces publics et la SIC pour construire avec Mipromalo. Malgré toutes ces dispositions prises, l'accès à un logement continue à être aussi difficile. Difficile pourquoi? Parce qu'on rencontre déjà les difficultés dans l'obtention des espaces. Aujourd'hui, le véritable problème, c'est que lorsqu'on a un espace, on n'est plus sûr de ce titre foncier qui peut être annulé du jour au lendemain. Et ensuite, le matériel continue à grimper. C'est-à-dire que le Camerounais moyen ne peut pas aussi facilement s'offrir un logement. À côté de cela, il faut noter la cherté du matériel et la mauvaise moralité des techniciens en bâtiment. Nous voyons aussi que la construction d'un logement obéit à une norme, une réglementation. C'est-à-dire que pour construire une maison, il faut un permis de bâtir. Et pour le permis de bâtir, il y a une norme qui est respectée
par la communauté urbaine qui délivre un permis de bâtir. Et pour cela, beaucoup de Camerounais ne peuvent pas se l'offrir. Et la qualité aussi des techniciens qui doivent réaliser l'œuvre. L'ensemble de ces freins pousse de nombreux Camerounais à demeurer en location jusqu'à leur décès. Peut-être qu'il faudra compter sur les jeunes Camerounais désormais formés en gestion urbaine, mais également en architecture. C'est des filières qui ne sont pas très connues dans notre pays. Les étudiants de ces différentes filières et autres experts se sont réunis ici à Yaoundé. Question justement d'assurer la promotion d'une filière utile pour l'aménagement urbain et l'architecture. Nos villes, selon les différents constats, en ont véritablement besoin. Galine Jakam. Le métier de gestionnaire urbain bat de l'aile au Cameroun. L'un des constats est que ce secteur d'activité ne figure pas dans la grille des métiers élaborés par le ministère de la fonction publique et de la réforme administrative. De même, aucune loi n'encadre ce métier au Cameroun. Dès lors, les gestionnaires urbains rencontrent d'énormes difficultés d'insertion socio-professionnelle dans la mesure où il leur est impossible d'exercer selon leur titre. Il faut dire que le métier de gestionnaire urbain est un métier capable de booster le développement des villes camerounaises, d'améliorer la façade urbaine camerounaise. Cependant, en passant par l'amélioration des conditions. Les élèves d'être présents dans leurs établissements scolaires. Là aussi, on a noté une participation effective des enseignants, une reprise timide, faut-il le dire, qui a été évaluée autour de 30 à 50%. Voilà les établissements qui ont, s'agissant des élèves, une reprise évaluée à de 30 à 50%. Dans les écoles visitées, on a noté la présence de l'administration scolaire, y compris celle du corps professoral. Les cours ont bel et bien commencé, le ministre en a vécu l'effectivité. Tout a bien démarré. D'ailleurs, j'ai commencé par un devoir test pour juger un peu le niveau de ces petits qui viennent de la 4e. Je peux vous rassurer que ça a bien commencé. Là, nous sommes en plein cours. Je fais cours avec mes élèves. Là, je suis en classe de 3e 2. Détendus, certains élèves ont émis leur satisfaction. Je dis aux autres de venir parce que déjà l'école a commencé. On a fait la philosophie ce matin. On a appris que non, est-ce que la philosophie existe-t-il en Afrique? C'est ce qu'on a appris et maintenant on est en train de faire la SVT. En dépit de cette reprise timide des cours, le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation s'est déclaré satisfait du bon déroulement de la rentrée scolaire édition 2017-2018, ce qui augure d'une bonne année scolaire. Pascal Ngagandia est dans les établissements scolaires à l'occasion de la rentrée scolaire du côté du Congo-Brazzaville. Congo-Brazzaville qui accueille également demain jusqu'au 5 octobre prochain une réunion des membres, des ministres en charge de l'environnement et des finances des pays de la CEAC, mais également de l'Afrique de l'Est. 16 pays au total sont concernés. Il va s'agir pour ces différents ministres de mettre en place tous les mécanismes pour l'opérationnalisation de la commission du bassin du Congo pour ce qui est du climat. Sylvestre Messi. C'est une rencontre qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord de Paris et de la déclaration des chefs d'État africains adoptée le 16 novembre 2016 à Marrakech au Maroc, à marge de la COP 22. Il sera question pour les ministres de l'Environnement et des Finances de la CIAC et de la communauté des États de l'Afrique de l'Est réunis à Brazzaville du 3 au 5 octobre prochain d'accélérer l'opérationnalisation de la Commission climat du bassin du Congo en cours de création et d'adopter une position commune de l'Afrique centrale et de l'Est face à la COP 23 prévue à Bonn en Allemagne au mois de décembre prochain. Ainsi, le plan d'action de la Commission climat du bassin du Congo et les programmes projets sectoriels de développement de l'économie bleue seront au cœur de ces travaux. La conférence bénéficiera de l'appui technique du secrétariat général de la CIAC et de la communauté économique de l'Afrique de l'Est et du secrétariat exécutif de la COMIFAC, la Commission des forêts de l'Afrique centrale. La Commission climat du bassin du Congo que préside le chef de l'État congolais Denis Sassou Nguesso est constituée de 16 pays, dont l'Angola, le Burundi, le Cameroun, la République centrafricaine, le Gabon, la Guinée, les deux Congos, entre autres. Elle couvre près de 10 millions de kilomètres carrés et représente plus de 10% de la biodiversité mondiale.
Allons dans la localité de Bria. Nous sommes en République centrafricaine. C'est une petite localité qui connaît des problèmes entre groupes rebelles, des frères qui ne se parlent pas et qui échangent souvent en langage de détonation d'armes. Une délégation des parlementaires est descendue sur le terrain pour porter le message de l'apaisement et essayer d'amener les habitants de cette localité à enterrer la hache de guerre. Ambroise Awano. La mission parlementaire que conduisait l'honorable Jean-Michel Mandamba à Bria avait pour objectif de stabiliser, consolider et raffermir le vivre ensemble entre les frères de cette partie du pays en République centrafricaine. On a initié un document qu'on appelait communiqué conjoint. Ce communiqué devait amener les différents antagonistes à être ensemble et avoir le même langage, qui est celui de déposer les armes, de les ranger là où elles doivent pour mettre la population à l'aise. Depuis 2016, la localité est plongée dans une extrême violence entre les groupes armés rivaux, empêchant ainsi le bon fonctionnement de cette région et le développement de celle-ci. La ville de Bria était divisée en deux, pour ne pas dire trois, donc en deux grands blocs. Les habitants d'un bloc n'allaient pas vers l'autre et ça posait problème. Problème en termes de ravitaillement, en termes de ceci, en termes de cela. Et en tout cas, la ville était franchement sinistrée parce que vous ne voyez que les maisons qui sont brûlées et ça ne donnait pas bonne impression. La mission parlementaire de médiation à Bria a lancé un appel. Il a connu un écho